Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur François Corse Vie Astier pour ce nouveau numéro d'Inquiest consacré à la précarité et à la pauvreté dans l'île. Ne pas pouvoir manger à sa faim, vivre dans l'angoisse de l'arrivée des factures, ne pas avoir accès aux loisirs, à la culture et même ne pas savoir où passer la nuit. Ces situations sont vécues, sont connues de nombreux Corses. Un Corse sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté selon les statistiques, c'est-à-dire avec moins de 970 € par mois. Une population qui a doublé en 6 ans. Désormais, le travail ne met plus à l'abri de la pauvreté. Smicards, bas salaires, travailleurs précaires ou à temps partiel et même classe moyenne sont touchés. La précarité qu'aucune politique n'a encore réussi à stopper est plus que jamais au devant de la scène. C'est un thème central du grand débat d'ailleurs voulu par le président Emmanuel Macron, poussé par une fronde des Gilets jaunes qui réclame notamment plus de pouvoir d'achat. Alors en Corse, un plan de lutte contre la précarité a été voté en 2016 alors qu'au niveau national, une nouvelle stratégie a été dévoilée en septembre dernier. Comment prévenir et lutter contre ce mal profond et souvent dissimulé. On va en parler ce soir sur ce plateau avec nos invités. Bianca Fadi Bonazer, vous êtes conseillère exécutive à l'Assemblée de Corse, en charge notamment du social. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Didier Duport, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale. Tout à fait. Vous représentez ce soir l'État sur ce plateau. Merci d'être sur ce plateau. Et enfin, on ne le présente plus presque, j'allais dire, en matière de précarité. François Pernaille, vous êtes un interlocuteur maintenant bien connu, président de la coordination interassociative de lutte contre l'exclusion. La clé. Merci d'être sur ce plateau. À mes côtés, Maya Graziani et Bonazer, vous avez réalisé un reportage qu'on va découvrir dans un instant et qui confirme le constat d'une Corse très touchée par cette pauvreté. Oui, nous avons tourné ce reportage en janvier, juste après les fêtes. Et vous allez le voir, il a été compliqué pour nous de trouver des personnes qui acceptent de témoigner de leur quotidien et des difficultés qu'ils rencontrent. De nombreux intervenants ont donc souhaité rester anonymes. Ce sont souvent les associations et les travailleurs sociaux qui nous ont permis de rencontrer ces témoins et nous les en remercions. Alors on se retrouve pour le débat dans un petit quart d'heure après Pauvreté des paroles aux actes, un document signé Maya Graziani, Marion Fiam, François-Albert Bernard et sur un montage de Joseph Yanko. Qu'est-ce que c'est la précarité? C'est l'incapacité à pouvoir être certain de son avenir. Elle a 1000 visages et autant d'histoires. C'est celle qui s'affiche en jaune fluo sur un rond-point ou celle qui se cache derrière une façade. C'est l'incertitude de pouvoir finir ses études ou celle de donner à manger à ses enfants. En Corse, une personne sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, mais la précarité, elle, touche bien plus de monde. Difficile pour les pouvoirs publics de la quantifier et de répondre à ces deux questions. Comment fait-on pour empêcher quelqu'un de tomber dans cette précarité et comment le sortir de cette précarité? Des gens tombés dans la précarité et même l'extrême précarité, lui en a connu des tas. Rudy Ange a passé des années sur la route et dans la rue. Il en est sorti il y a quelques mois, mais continue à pousser la porte de Fradelanza. Cette association bastiaise offre un refuge à ceux qui n'ont plus rien. Une adresse, un toit, des douches et des machines à laver, de la chaleur surtout. Ici, Rudy Ange retrouve les bénévoles et d'anciens compagnons de galère. Pour lui, ces invisibles ont une histoire. Essayez de savoir qui sont ces gens qui sont dans la rue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'ai connu des professeurs, des directeurs de banque. J'en ai connu, mais alors, c'est incroyable. Popov, qui était à Lyon à l'époque, lui, il s'occupait des gens handicapés. Il était professeur. Et tout le monde il n'arrivait plus à suivre. Sa femme l'a quitté, puis les enfants ont suivi, ils se retrouvaient à la rue. Comme nous. Pourtant, il avait un diplôme. Ne plus détourner les yeux. Entendre la parole du terrain, ses inquiétudes et ses colères, c'est le but que s'est fixé la majorité territoriale en invitant acteurs sociaux et citoyens à s'exprimer lors d'une conférence sociale qui s'est tenue à Bastia en janvier. Une grand-messe de la lutte contre la précarité, lors de laquelle les élus ont écouté, proposé une méthode de travail, présenté leurs actions dans ce domaine et essuyé les attaques de la part de certains intervenants. En face de moi, nous avons des élus
qui apparemment découvrent la précarité en Corse. Vous avez même le droit d'être injuste. Mais moi, j'ai le droit aussi de vous dire que vous avez été injuste. Si Jean-Guy Talamone se défend ainsi, c'est que l'Assemblée de Corse qu'il préside a voté un plan de lutte contre la pauvreté et la précarité dès 2017, bien avant les autres régions françaises. Une prise de conscience saluée par l'ensemble des associations. Dans le public, silencieuse mais attentive, Marie-Florence Dabrin. Cette balanine lutte contre la précarité au quotidien. Ses credos, mobilité et insertion. Il y a bientôt 4 ans, elle a créé l'association Corse Mobilité Solidaire à Calvi et la Telou Mobilida, un garage qui propose des tarifs préférentiels au public précaire. Car si le prix de l'essence a enflammé les débats depuis des mois en Corse comme sur le continent, le problème est bien plus important sur l'île, car il n'y a aucune alternative à la voiture. La voiture, c'est juste l'essentiel et la nécessité absolue aujourd'hui pour pouvoir prétendre à un emploi. Si on en a continué à travailler, c'est-à-dire être maintenu en emploi, et pas uniquement, puisque c'est aussi pour pouvoir vivre décemment, pour pouvoir aller se présenter à des rendez-vous médicaux, pour pouvoir se former. Avoir une voiture coûte entre 200 et 300 euros par mois. C'est le deuxième poste de dépense le plus important après le logement. Corse Mobilité Solidaire compte 900 adhérents. La grande majorité d'entre eux bénéficient des minima sociaux. Voici l'avis d'imposition de l'un d'entre eux. L'année dernière, ce retraité et sa femme ont eu 5 500 euros de revenus. C'est moins de 460 euros par mois. Pourtant, le couple a travaillé toute sa vie. Comment en sont-ils arrivés là ? Au moment d'aller à la retraite, je ne me suis même pas défendu puisque j'étais très malade, j'étais en train de mourir et je n'ai pas cherché à toucher plus, ni mes 80% d'invalidité, ni le reste. Et par la suite, on m'a dit que c'était trop tard, il n'y avait plus rien à faire. Et j'ai vendu mes biens, tout. Et je n'ai pas le droit au minimum vieillesse parce que j'ai fait hériter mes enfants et si on me donne le minimum vieillesse, un jour on y reprend mes enfants. Voilà. Des dossiers comme celui-ci, le garage en a plein ses armoires, mais depuis quelques années, une autre tendance se profile. On voit de plus en plus une autre catégorie de public précaire exister, et c'est ça qu'on préconise depuis 4 ans malheureusement. Cette catégorie, c'est les travailleurs pauvres. On est en Balagne, donc l'emploi saisonnier est quand même relativement de mise. Qui dit emploi saisonnier dit forcément aussi des revenus saisonniers. Donc des revenus qui ne sont pas forcément annualisés, donc des différences entre ce que je gagne l'été et ce que je gagne l'hiver. Mais tout au moins quand même aussi un travail en horaire décalé, donc besoin d'une voiture encore plus. Corse Mobilité Solidaire est aussi un chantier d'insertion. Les profils des employés sont multiples. Certains sont partis de zéro. Ici, ils peuvent rebondir. Tania est arrivée il y a quelques mois et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne correspond pas vraiment à l'image ordinaire du salarié en insertion. Elle a créé son entreprise à la sortie de l'université, trop jeune pour le RSA et trop diplômée pour l'aide aux jeunes. C'est le début d'une longue traversée du désert. Quand on démarre, les sommes sont petites et les frais sont nombreux. Et là, il faut faire des choix. Donc, je ne peux pas tuer ma société pour me payer, alors que je pense plus au long terme, en fait. Donc, je me dis, c'est pas grave, je prends sur moi. Je gardais le minimum pour, socialement, ne pas montrer que je suis dans la précarité. Le strict minimum, y compris pour manger. Pour tenir le budget, elle est passée à 1 repas par jour. Elle a même dû retourner vivre un temps chez son grand-père, sans pouvoir lui avouer la situation. Même près de lui, dans ses yeux, je ne pouvais pas voir l'étincelle qui s'éteint parce que, à son âge, il disait que tout travail méritait salaire, donc que j'ai une entreprise et que je ne gagne pas d'argent, ça n'avait aucun sens dans ses valeurs. Grâce à son contrat chez Corse Mobilité Solidaire et à son carnet d'adresses, Tania a pu retrouver un appartement. Pour boucler les fins de mois, elle continue à vendre sur Internet les vêtements qu'elle ne porte plus, en attendant que sa société lui permette de se verser un salaire. Quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours, vous voyez. Tu lui mets du thon ? Du thon, oui. Un peu de sardines. Au resto du Cœur de Bastia, les bénévoles préparent de plus en plus de colis. L'année dernière, l'association caritative a servi 416 000 repas en Corse. Ici aussi, on voit arriver des travailleurs pauvres, comme cette maman. Contrainte de fuir le Portugal, elle élève seule son fils de 7 ans. Je travaille, mais je travaille qu'à mi-temps.
Et alors, ça m'aide un peu, venir au Resto du Cœur. Toutes les semaines, je viens et ça m'aide beaucoup par rapport au petit. C'est pas un choix, c'est parce que j'ai mon fils, il est petit, comme je suis seule. Comme ça, j'ai le temps de l'emmener, comme l'assistante sociale me dit. J'ai le temps de l'emmener à l'école, d'aller le chercher. Je n'ai pas la peine d'embêter personne. D'autres poussent la porte des restos pour la première fois, envoyés par l'assistante sociale. Dans ces cas-là, l'association prépare des colis d'urgence, en commençant par les enfants. On a pu lui donner du lait, des petits pots, mais on n'a pas les couches. On n'a pas les couches. Mais on les aura quand on l'aura inscrit. On va mettre ces 2 enfants sur l'ordi et on aura la semaine prochaine ces couches. À ce colis d'urgence, la bénévole ajoute des vêtements et de quoi manger pour un jeune couple des quartiers sud de Bastia. Sans emploi, ils ont 2 enfants en bas âge. Pour vivre, la famille a 1 300 € par mois, RSA et allocation comprise. On assume, mais bon, c'est dur, quoi. C'est quand même quand on n'a pas de travail et tout, c'est quand même dur. Ça demande beaucoup d'organisation. Par exemple, parce que heureusement, il y a ma femme qui est beaucoup organisée, combien de couches il faut, parce qu'ils sont quand même 2. La petite, elle n'est pas encore... On est en train de la rendre propre. Après, il y a quoi? Les petits pots. Mais bon, ça, on ne fait pas trop attention parce qu'on fait des choses mixées. De préférence, ce que je conseille chez les parents. Ça revient moins cher, en même temps, vous pouvez le manger aussi. Gérer son budget, s'organiser et prioriser les paiements, certains n'y arrivent pas, malgré des revenus suffisants. Alors, depuis 10 ans, le Centre intercommunal d'action sociale du pays ajaccien a ouvert cette épicerie éducative. Ici, on accueille une centaine de foyers par an, des familles monoparentales, couples avec enfants ou personnes seules, tombées dans la précarité. Il peut y avoir un accident de la vie parfois, personnel, une séparation, une maladie, la perte d'un emploi aussi. Et puis il peut y avoir aussi un défaut dans la gestion des revenus. On consomme et on dépense plus que ce qu'on peut avoir comme revenu par mois. Parce qu'on est aussi dans une société qui pousse à la consommation. Payez vos courses en plusieurs fois, craquez pour le dernier téléphone. Roulez en voiture neuve pour 150 € par mois. Des slogans alléchants mais qui peuvent se révéler dangereux. 50% des familles orientées vers l'épicerie éducative par les assistantes sociales cumulent des dettes ou sont surendettées. Ici, les conseillères leur apprennent à mensualiser les factures et réduire les dépenses. En contrepartie, ils peuvent faire leurs courses une fois par semaine en ne payant que 10% du prix. Il y a un contrat qui est signé par la famille avec le travailleur social de l'épicerie, avec des objectifs. Au début, l'orientation est pour 1 mois. Ce mois peut être renouvelé jusqu'à 6 mois. Il faut vraiment que la famille adhère à cet accompagnement et mette tout en œuvre pour régulariser la situation. À Bastia, l'épicerie éducative a ouvert ses portes mi-février. Les assistantes sociales sont enthousiastes. Pourtant, certaines d'entre elles, surtout celles qui travaillent dans les quartiers sud, savent qu'elles ne pourront orienter que peu de familles. Les minima sociaux ne suffisent pas à constituer un budget. Dans ces quartiers, les travailleurs sociaux reçoivent souvent les familles de génération en génération. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément de problématiques sociales, comme on pourrait l'entendre. C'est tout simplement un facteur économique. Et qu'après, quand les enfants ne peuvent pas faire d'études, ne peuvent pas avoir accès à la culture, même s'il y a des choses qui existent, mais c'est quand même compliqué parce que, comme je vous disais, la priorité, elle n'est pas forcément là. Oui, c'est sûr qu'après, l'ascenseur social, il est plus difficile à mettre en place. Ça, c'est une évidence. Prévenir la pauvreté chez les jeunes, c'est une des priorités du plan national annoncé par le président de la République, avec l'accès aux droits. Un enjeu majeur en Corse, car sur l'île, on estime que le montant des prestations sociales non réclamées s'élève à 50 millions d'euros par an. Il semblerait en effet que les particuliers n'aient pas connaissance de toutes les prestations auxquelles ils peuvent prétendre. Donc on peut s'interroger sur ce déficit de connaissances et se dire que peut-être chaque organisme communique mal ou pas suffisamment sur les prestations qui sont accessibles à tous. Communiquer. Pour les associations, ça ne fait pas tout. Car depuis quelques années, de nombreux services ont été dématérialisés. Pôle emploi, CAF, CPAM, de plus en plus de démarches se font désormais sur Internet. Encore faut-il savoir se servir de l'outil
et y avoir accès. Certains dénoncent une machine à créer de la précarité. On parle d'Internet, c'est très bien, c'est moderne, ça permet des échanges, mais Internet, il y a beaucoup de personnes, quelquefois ils en ont accès à un moment, et puis non plus parce qu'ils n'ont pas payé ce qu'il fallait. Donc ils se retrouvent au bout de un jour dans une précarité encore plus grande parce que les prestations leur ont été coupées. Et c'est des personnes qui souvent n'anticipent pas. Autre problème, les lenteurs administratives et l'absence de guichet unique qui aggravent la situation des précaires et complexifient leur démarche. Cette fois, c'est une première. La politique de prévention de la pauvreté chez les jeunes sera déclinée région par région. Avec 22,3% de mineurs vivant sous le seuil de pauvreté, la Corse se classe 3e région la plus pauvre de France concernant les enfants. Pourtant, jusqu'ici, elle n'a pas bénéficié des politiques publiques en faveur de la jeunesse, qui se concentraient surtout sur les territoires perdus de la République. Territoire perdu de la République, c'est quoi? Ce sont des jeunes qui vivent dans des banlieues, on appelle ça des territoires de non-droit, où il y a un tas de problèmes de délinquance, de trafic de drogue, etc. Et où là, on met beaucoup de moyens. Pas forcément tout à fait efficaces. Mais ce qui fait que nous, en Corse, y compris à Bastia, Ajaccio, comme on ne bénéficie pas de ces politiques publiques, on n'a pas ces moyens. La ruralité et ses obstacles, les étudiants insulaires en font les frais. À Corté, ni transport, ni job adapté comme sur le continent, et le caddie coûte plus cher. L'année dernière, 1900 bourses sur critères sociaux ont été attribuées pour un montant de 6 millions d'euros. Alors ils sont une centaine à se rendre à l'épicerie solidaire de l'Aiuto Studiantino. Nous y avons rencontré un ancien bénéficiaire. Nous l'appellerons Antoine et vous ne verrez pas son visage car pour l'administration, Antoine est un fraudeur. Boursier, il touche aussi une allocation chômage. C'est interdit car les études universitaires ne sont pas considérées comme une formation professionnalisante par Pôle emploi. Antoine le sait, mais comme ça, il peut aider sa mère et sa petite sœur. Sur ses 1 480 € de revenus mensuels, il leur en donne 800 et se débrouille avec le reste. Le loyer s'élève à 412 €, donc charges comprises, ce qui est quand même assez conséquent. Je ne peux pas prétendre aux APL. Et du coup, il reste environ 250 € pour l'alimentaire et les autres dépenses diverses. On a les plateaux repas au restaurant universitaire qui ne coûtent que 3,50 €. C'est des repas qui sont très équilibrés. Et ensuite, si vraiment les difficultés sont telles que ça devient un problème, que le fait de pouvoir se nourrir devienne un problème, dans ce cas-là, on se retourne vers l'assistante sociale, des assistantes sociales, du Crous, de la faculté, qui peuvent nous trouver des solutions. Il y a des associations à Corté qui aident les jeunes en difficulté et il faut après les demander à toutes ces associations. Les associations, certains trouvent qu'elles manquent de moyens. Marc et Thierry vivent avec leurs chiens à Bastia dans ce camion garé sur le front de mer. Pas leur genre de se plaindre. Alors quand on demande à Marc ce qui pourrait les aider, il pense d'abord aux autres. Quand vous ne pouvez pas vous laver, quand vous ne voyez pas clair, quand vous avez des problèmes de santé lourds, quand il fait froid, imaginez une femme avec un chien et un enfant, comment fait-elle pour les prendre une douche et laver son linge et aller manger dans une structure sociale? Ce soir-là, comme souvent, Rudy Ange rend visite aux deux hommes. Cette fois-ci, c'est lui qui vient donner des nouvelles. Son frère, Mimi, un ancien de la rue lui aussi, est en réanimation à l'hôpital. Rudy est inquiet et laisse éclater son exaspération. Oui, il y a des choses à faire. Mais c'est pas moi à le dire. C'est les gens qui se prennent pour des gens de l'État et qui c'est à eux de le faire. À eux de le faire. Encore, je ne peux pas dire. Il y a eu ça a bougé, hein, entre Frontalanza et ainsi de suite et d'autres, hein, associations qui se forgent. Ça a bougé, mais pas assez. Pourquoi ils meurent alors les jeunes? Michel n'a pas survécu. Il est mort le 15 janvier, à l'âge de 60 ans. C'est 250 photos, hein. C'est tous les gens de la route, j'en ai. Parmi eux, il y a Cyril, son protégé, Le voilà. emporté par la maladie peu avant Noël. L'espoir, lui, survit. On est fort. On va se battre, hein. On est des forts.
Voilà pour ce document qui fait l'état des lieux de cette situation en Corse. Alors, on rappelait ce taux de pauvreté qui frappe l'île, qui a dépassé les 20%, 20,5%, un Corse sur 5. Et c'est 6 points de plus que la moyenne nationale. 60 000 Corses qui vivent avec moins de 970 € par mois. Alors, docteur Pernin, comment on définit la pauvreté ? Je voudrais d'abord vous remercier pour ce reportage. Parce que vous avez ce pouvoir extraordinaire de donner la parole aux pauvres. Et vous avez vu que c'était difficile. Et la parole des pauvres, c'est la parole vraie. Les associations sont témoins de la pauvreté, mais ne sont pas la parole des pauvres. Il y aurait un pauvre autour de cette table, je me tairais. Et on a vu que ces pauvres, c'est des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes, des Corses, des non-Corses et des jeunes qui meurent. Alors merci pour ce témoignage, parce que ces pauvres nous manquent autour de cette table. Ces pauvres nous manquent dans la conception des politiques qu'on élabore pour eux. Ces pauvres nous manquent dans l'évaluation de ces politiques. Dans les associations, on cherche à les faire rentrer comme bénévoles et comme partenaires. Alors vous parliez, quelle est la définition de la pauvreté ? Elle est très mauvaise, ça commence très mal. On a choisi une très mauvaise définition, le seuil de pauvreté, 60% du revenu médian. Mais ça peut être 50% ou 40%. C'est comme les chômeurs, on peut faire varier le chiffre comme on veut. Et personne n'a jamais été étudié si on pouvait réellement vivre avec 1 000 € par mois, qu'on paye son logement, sa mobilité, etc. Donc la vraie définition vers laquelle il faut tendre, c'est une définition qualitative, multidimensionnelle, et qui correspond à ces mots. Être pauvre, c'est ne pas avoir ou ne plus avoir les pouvoirs, les moyens et les ressources d'avoir une autonomie économique et de participer à la vie de sa société. Et ça, c'est une définition qui existe et qui correspond à des critères précis en matière de logement, d'accès aux droits, de mobilité, de santé, etc. Il faut tendre vers cela parce que quand on nomme mal les choses, on ne les traite pas bien. Alors, Didier Duport, sur la définition, justement, est-ce qu'elle est satisfaisante ou pas ? On disait, elle peut varier, des fois on prend 50%. Elle peut varier. Ce que l'on voit quand même, et c'est bien dit à travers le reportage, c'est que les causes sont multiples. On peut être salarié, bien gagner sa vie, et demain, suite à un incident de la vie, comme on dit, se retrouver en grande précarité, sans logement, sans aide, sans accès aux soins. On peut être un jeune qui n'arrive pas à trouver son orientation, et on voit bien à travers le reportage que la pauvreté, elle est multifacette et elle peut concerner tout le monde à un moment donné de son existence. Alors, à partir de ça, c'est très difficile de la définir, je crois. Il y a encore 10-15 ans, on parlait très peu de travailleurs pauvres. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. On a des travailleurs qui n'ont pas de quoi se payer un logement. Alors justement, lors de la conférence sociale, le président du Secours populaire disait que parmi ces bénévoles, de nombreux deviendraient bientôt bénéficiaires. Il y a un autre chiffre, en Corse, 108 000 personnes vivent avec moins de 1 350 € par mois. Est-ce que ça suffit pour vivre, Bianca Fadi ? Non, je ne pense pas que ça suffise pour vivre. Bon, la définition qu'a donnée M. Pernin, pour moi, est la bonne. 1 350 € ou 60 €, ça ne suffit pas. À partir du moment où vous avez un loyer, effectivement, s'il faut être mobile pour se rendre à son travail, il faut faire ses courses. Et après, tout ce qui est facture habituelle, EDF, eau, etc., ce n'est pas suffisant. Mais ça, je pense que vous disiez que ça fait quelques années. Je pense qu'il faut remonter encore plus loin. Je pense que ça fait 20-30 années. Dans votre reportage, au début, on voyait Coluche. Bon, Coluche, ça fait quand même quasiment 30 ans. Donc, il y avait déjà un problème à ce moment-là. Et je pense que les politiques publiques ne se sont pas emparées du problème comme il le fallait et en appréhendant l'ampleur du phénomène qu'il devait y avoir. Donc, ça a été une erreur, je pense, des États successifs. Alors, vous dites que ça fait 30 ans, justement, je vais reprendre vos mots, François Pernin, les enfants vivent la pauvreté de leurs parents pour l'alimentation, pour les moyens de locomotion, les loisirs, l'accès à la culture. Cette reproduction de la pauvreté, on en parle dans le reportage, c'est aussi le nœud du problème. C'est une forme nouvelle de pauvreté, la pauvreté héréditaire. Vous parliez de statistiques. Les statistiques sur la pauvreté, on les tient depuis 1970. Certains autour de cette table n'étaient pas nés. Ça veut dire que les statistiques ont atteint leurs limites. Je crois que les statistiques n'ont plus rien à dire. Qu'on soit à 20,6, 21, ça n'est plus intéressant. Or, ces statistiques ont remplacé notre intelligence. On demande de la statistique. On refait de la statistique. Il faut arrêter avec ça. Il faut passer à autre chose, à une méthode adaptée à la complexité de ce problème, c'est-à-dire une méthode où les intelligences se mettent ensemble, une méthode d'intelligence collective où on débouche sur les bonnes solutions et sur la mise en œuvre de ces solutions. Mais les photos que nous donnent toutes les statistiques, il faut arrêter de les collectionner.
Alors il y a une spécificité corse qui est mise en avant, c'est-à-dire qu'ici on a un revenu moins important et un coût de la vie qui est supérieur. Un autre chiffre que je voudrais vous présenter, c'est celui du rapport de l'Inspection générale des finances, plus 8,9%, c'est le décalage entre la Corse et le continent pour le panier de la ménagère. Donc est-ce qu'il faut tenir compte de cette spécificité à la fois dans un revenu plus faible et dans un coût de la vie plus important? Tout à fait, il y a un coût de la vie plus important, mais il y a également d'autres spécificités. C'est le faible recours aux aides et aux minima sociaux. Si la Corse est une des régions les plus pauvres, on constate par exemple que l'accès au RSA est très en deçà de ce qu'il y a sur le reste du territoire, avec plus de 2 points d'écart par rapport à la moyenne nationale. Ce qui veut dire qu'on a des situations de pauvreté et on ne va pas non plus chercher les dispositifs et les aides auxquels on peut prétendre. On disait 50 millions d'euros d'aides non réclamées. C'est un déficit d'information pour vous? Il y a un déficit d'information. Il y a peut-être un besoin d'accompagnement également pour les formalités. Les formalités sont parfois complexes. On dématérialise certes, mais aujourd'hui, et en particulier en Corse, tout le monde n'accède pas à l'informatique, ne peut pas accéder. Lors du reportage, Tania Andréo, la jeune femme que nous avons vue, parlait d'un trou social et juridique, d'enfer administratif. Vous, docteur Pernin, vous dites que la dématérialisation, c'est une machine à créer de la précarité. C'est une nouvelle forme d'exclusion. Oui, beaucoup de gens âgés ne savent pas servir du matériel informatique. Des villages entiers ne sont pas connectés, ou quand ils le sont, il y a des coupures d'électricité pendant la journée. On travaille là actuellement dans un village de l'intérieur où on est confronté à ça. Les PowerPoint que j'envoie, il faut que les imprimer. Voilà. Donc c'est une machine à exclure. Et on ne revient pas sur cette dématérialisation. On ne cherche pas, on dit c'est comme ça. Voilà. Or, il faut, comme vous le disiez, accompagner les gens. Il faut aller vers les gens. Vous disiez, ils ne vont pas chercher. Non, ils n'ont pas à aller chercher. Il faut aller vers eux et aller leur donner, parce que ces personnes âgées isolées dans les villages, oui, voilà de nouveaux pauvres. Ces jeunes qui sont dans la rue, oui, voilà les nouveaux pauvres. Toutes ces familles déconnectées de la vie sociale normale, oui, voilà les nouveaux pauvres. Il faut aller vers eux. Pour parler de la spécificité, on va voir que en Corse, les moins de 15 ans sont très touchés, les plus de 75 ans aussi particulièrement touchés. Et puis il y a une vérité sur le territoire, c'est la mobilité, la nécessité de prendre la voiture avec un impact beaucoup plus important. Alors, déjà, je voudrais revenir sur un chiffre, sur l'insertion, sur le RSA, notamment la collectivité de Corse, qui est quand même chef de file de l'action sociale, qui en ça doit être appuyée par l'État, qui ne joue pas toujours son rôle. Je tiens à le rappeler, notamment sur l'insertion, parce que finalement, on n'a pas toute la dotation voulue. Nous mettons 40 millions par an. Un peu plus de 3 millions par mois donc sur le RSA, pour en parler, sur le volet insertion. Et effectivement, il y a des problèmes de mobilité. Donc nous sommes en recherche d'innovation, puisque nous travaillons actuellement en transversalité, notamment avec les associations, de manière à trouver des solutions sur cet accès à l'emploi. Et surtout, moi j'insiste beaucoup, et j'ai insisté beaucoup dans ma feuille de route, sur cet accès à la formation. Parce qu'il n'y a pas que l'accès à l'emploi, il faut d'abord avoir une formation. Et pour avoir accès à la formation, il faut être mobile. Donc nous avons étudié pas mal de pistes. Ça peut être du covoiturage, ça va être des petits transports en commun. Bon, sur certains endroits, il y a le train, mais pas partout malheureusement. Sur la montagne, c'est un peu plus compliqué aussi. Donc nous allons, pour en revenir à ce que vous disiez au niveau du non-accès aux droits, nous avons créé, je vous rappelle que nous avons lancé la conférence des acteurs sociaux le 22 octobre à Bastia, qui va prendre forme sous forme d'un copilotage qui sera lancé le 14 mars à Ajaccio, en partenariat avec les associations, en partenariat avec plusieurs associations, avec l'État notamment, de manière à mettre en œuvre ce que nous avons déjà décliné le 22 octobre, entre autres un portail qu'on appelait le SIG, qui est un système d'information géographique, où déjà les personnes peuvent identifier. Ce que disait M. Pernin est très juste. Les travailleurs sociaux que nous avons nous ont fait remonter d'énormes difficultés, notamment dans le rural et en montagne. Je pense à des assistantes sociales du Valink qui nous ont fait remonter, parce que moi j'ai fait tous les sites depuis que j'ai été élu depuis 1 an. Et en montagne, vous avez des personnes âgées qui n'ont pas accès à Internet, où les assistantes sociales se déplacent, vont à domicile et ne peuvent pas monter des dossiers, parce qu'il n'y a plus de service public dans le rural. Vous parliez de ces personnes qui n'ont pas de mobilité. Les associations nous ont beaucoup parlé de ces problèmes de mobilité.
couplé aux problèmes liés à la saisonnalité, aux zones touristiques. Je vous ai vu réagir, Didier Duport, lors du reportage. Oui, mais la question de la mobilité est une question, j'ai envie de dire, centrale pour la région. On sait très bien qu'on ne peut pas accéder à la formation, à un emploi, si on ne peut pas se déplacer, si on n'a pas un véhicule ou un moyen de locomotion pour aller. On a des temps de transport qui sont quand même relativement longs, un petit peu plus difficiles qu'ailleurs. Des transports en commun qui ne couvrent pas tout le territoire. Aujourd'hui, un jeune qui veut aller vers son premier emploi, il faut qu'il puisse se déplacer. Un deuxième problème qui n'a peut-être pas été totalement évoqué dans votre reportage, c'est également l'accès au logement. On a quand même des tensions fortes sur la région. Un premier emploi, j'ai un premier contrat, 12 mois, je dois aller quelque part sur le territoire, il faut que je me loge. Le coût du logement et les tensions sur le logement social sont aussi... Dans les zones touristiques, en forcerie, quoi. Dans les zones touristiques, mais j'ai envie de dire aussi peut-être d'une façon un petit peu générale quand même sur l'ensemble de la région, plus forte effectivement sur certains secteurs, sont également un frein à l'accès au développement économique, puisque si une personne jeune ou moins jeune ne peut pas se loger, elle aura du mal à conserver son emploi. Malgré cette situation qui est très problématique en Corse, on voit que la fronde des Gilets jaunes prend moins, hein, le grand débat ne prend pas trop non plus, on a vu qu'il y a très peu de gens qui y participent. On peut se poser la question, un autre critère, Xavier Emmanuelli, le créateur du SAMU social, le disait quand il était en Corse, avant les gens vivaient beaucoup plus dans les villages, chacun avait son jardin, son poulailler, une solidarité qui s'est peut-être étiolée. C'est à craindre ça aussi? C'est un élément nouveau? Oui, une page s'est tournée. Je crois que le premier rempart contre la pauvreté, c'est le lien social et le lien familial. Si vous êtes en situation de pauvreté, mais que vous avez une famille avec vous, ou des amis, ou une société avec vous, vous êtes protégé. Si vous n'avez plus la famille, plus la société, et c'est ce qui peut arriver à une personne âgée pour des questions économiques qui migrent vers la ville et se retrouve dans ces conditions, ou à un jeune sans famille, vous êtes réellement dans la pauvreté, vous êtes tout nu, dans le froid, sans personne pour vous aider. Ces deux liens-là sont fondamentaux. Et vous citiez Xavier Emmanuelli, oui, c'est un grand bonhomme, l'un des derniers grands crédibles. Sur la structuration de l'économie, on dit qu'on est structuré, on sait qu'on est structuré autour du BTP et du tourisme. Ce sont des emplois souvent à faible revenu et à forte saisonnalité aussi pour le tourisme. C'est un des aspects structurels sur lequel on ne pourra pas faire grand-chose pour l'instant. Non, on ne pourra pas faire grand-chose. D'abord, sur la saisonnalité du tourisme, bon, ça je pense que ma collègue Nanette Maupertuis a fait, dans sa feuille de route, a quand même développé une notion importante, c'est le tourisme équitable et durable, donc avec une saison beaucoup plus étalée, et j'espère qu'on va y arriver, pas que sur la saison, sur les 3 mois d'été. Donc espérons que dans les années à venir, on voit émerger autre chose. Sur le BTP, il y a un double problème, c'est qu'on voit arriver maintenant, et bon, ça est-ce que c'est bien ou pas, je ne sais pas, mais on voit arriver des populations d'autres pays d'Europe qui sont sous-payées par rapport au système social, donc au système social français, je dirais. Donc est-ce que c'est bien ou mal? Parce que finalement, pour eux, c'est important aussi. Le solde migratoire, enfin l'augmentation de la population en Corse, c'est 1,1%. C'est lié exclusivement au solde migratoire. Est-ce que pour vous, il n'y a pas... Si vous voulez, l'INSEE donne ce chiffre, 16 000 personnes qui sont arrivées s'installer en Corse depuis 2011. C'est la plus forte augmentation liée à un apport de population sur le territoire. Est-ce qu'il y a cet apport, les associations le disent, des fois les gens pensent que la misère est moins pénible au Soleil et viennent s'installer ici. Est-ce qu'on le ressent comme ça? Est-ce que c'est une vérité ou pas, quoi? Alors moi je pense qu'il y a deux aspects. Il y a aussi beaucoup de retraités très riches dans ces 16 000, mais il y a aussi des gens, familles isolées, sans emploi, quoi. Je pense qu'il y a deux aspects. Vous prenez des régions comme l'extrême sud, comme Porto Vecchio, au Calvi par exemple, les gens sont attirés parce qu'ils se disent il y a des gens très très riches qui viennent, qui sont installés, qui ont des grosses villas, etc. Tout le monde est au courant. Donc ils viennent, ils pensent travailler, avoir un travail qui va durer sur l'année. En fait, on se rend compte que c'est très saisonnier et ils se retrouvent en fait après à rester en Corse et dans des conditions que vous décriviez avec un accès au logement. Parce que n'oubliez pas que dans cette île, il y a quand même une spéculation ces dernières années qui a été exponentielle. Moi, je me rappelle, il y a 25 ans sur Ajaccio, le prix des appartements n'était pas du tout celui qu'il est actuellement. Donc il est plus très difficile de se loger.
pour des jeunes, hein, pas que pour des gens qui arrivent en saisonnalité. Donc il faut tenir compte de tous ces critères, effectivement. Tout cela explique aussi cette pauvreté actuelle. Et pour en revenir à ce que vous dites au sol migratoire, je pense qu'ils ont été attirés aussi en se disant qu'il y avait peut-être plus de travail. Parce que la pauvreté s'explique aussi du fait que pendant des années, ça fait des décennies, la Corse n'a pas été développée suffisamment, notamment d'un point de vue économique. On n'a pas développé du tout de secteur tertiaire. On a beaucoup plus de personnes qui travaillent dans la fonction publique que dans le privé, par exemple. Et donc, on n'a pas eu cette croissance économique voulue. Donc, on se retrouve à l'heure actuelle à faire un bilan, mais qui, à mon avis, est vraiment le résultat d'années et d'années qui n'ont pas permis ce développement. D'échecs successifs des politiques. Absolument. Alors, comment on en sort? On est d'accord, le constat, le docteur Pernin a dit, tout le monde est d'accord. Alors, il y a cette stratégie nationale qui a été dévoilée par Emmanuel Macron en septembre dernier, prévoit de déployer 8,5 milliards d'euros en 4 ans. Alors, il faut quand même dire qu'il y en a une grande partie consacrée à la prime d'activité, 3,6 milliards. Ce plan, c'est un petit peu la nouveauté, prévoit aussi d'axer sur la prévention, beaucoup plus qu'avant. Tout à fait. Je vais reprendre ce que disait le docteur Pernin tout à l'heure. On va s'attaquer à la pauvreté chez les plus jeunes de façon à éviter que cette pauvreté chez les plus jeunes devienne une pauvreté chez l'adulte. Ce qui me semble important d'ajouter, c'est que ce plan ne se substitue pas aux efforts qui ont été faits depuis plusieurs années, puisque les moyens mobilisés par l'État, mais également par les collectivités, et toutes les collectivités, sont importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est dispositif logement va perdurer. Ce sont des dispositifs dont les montants au niveau national n'ont fait que croître sur les 3 dernières années. L'aide alimentaire également. Et donc ce nouveau plan qui va se centrer principalement, pas que, mais vers la prévention chez les plus jeunes, qui sera travaillé conjointement avec la collectivité, et qui sera adapté aux réalités du terrain. C'est vraiment le souhait de la préfète de région. Décliner par région. De pouvoir décliner et vraiment se centrer sur les problématiques locales et non pas reprendre in extenso les grandes orientations nationales. C'est presque l'autonomie, quoi. Un plan décliné, adapté aux régions. Vous y croyez, vous, docteur Pernin? Moi, ce que j'observe, c'est qu'on fait la guerre sans ministère des Armées. Or, la pauvreté nous a déclaré la guerre. Il y a 12 à 15 millions de pauvres, il y a des dizaines de millions de morts par pauvreté, parce que la pauvreté, ça tue. Les jeunes sont impactés, on y met des budgets énormes, un pognon de dingue. Et nous n'avons pas de ministère de la pauvreté, c'est-à-dire un ministère capable de prévoir, de faire de la recherche, de la prospective. Pour faire ce plan, qui est un bon plan, il a fallu 5 ministères, un délégué interministériel. Quand est-ce qu'on réalisera que la pauvreté est un problème énorme? Il est au milieu de la table maintenant, après ce révélateur qu'ont été les Gilets jaunes. Il nous faut un ministère de lutte contre la pauvreté. Point. Alors maintenant, les plans, j'en suis heureux. On était démunis ces dernières années. Maintenant, on en a presque trop de plans. Or, on ne joue pas une symphonie avec une partition qui n'est pas totalement écrite et 3 chefs d'orchestre. Il va y avoir un problème de gouvernance, parce qu'il y a un plan gouvernemental qui est bon, il y a un plan de lutte contre la pauvreté de la collectivité qui est bon, et certaines intercommunalités comme la CAPA ont fait des projets sociaux qui sont bons. Donc il va falloir trouver ce qui leur donne leur cohérence. Et c'est là on va pouvoir déboucher sur la mise en œuvre. Qu'est-ce qui est commun à tous ces plans? Comment l'État a besoin de la collectivité des régions, et voilà. Vous avez dit à la préfète de région, on ne s'en sortira pas avec des tables rondes. Trop de réunions tue la réunion? La table ronde, c'est le psychodrame où les intelligences rentrent en opposition. Je crois qu'on a expérimenté depuis plusieurs années d'autres méthodes de travail qui ont permis de contribuer à l'élaboration de la charte de lutte contre la pauvreté, du plan pauvreté de la collectivité, du plan sur le renoncement aux soins, du plan de la CAPA, qui va faire même une journée sur l'invisibilité sociale à partir de là. Ces méthodes que l'on offre en tant que partenaire associatif aux autres, il faut maintenant les adopter complètement. C'est l'approche des problèmes complexes avec des méthodes qui existent depuis 60 ans. La table ronde, c'est gentil, mais ça tourne en rond. Alors, au niveau des finances, 8,5 milliards, c'est moins que le plan Hollande qui déployait 2,5 milliards par an. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce qu'il faut avoir cette approche financière ou pas du tout? Bien sûr qu'il faut avoir cette approche financière. Je reprends les propos de M. Pernin. C'est vrai que trop de tables rondes, parce que comme je vous le disais, nous avions lancé, la conférence des acteurs sociaux. Dernièrement, M. Noblecourt, le délégué interministériel, est venu sur Ajaccio. Donc nous avons eu encore un échange.
Nous avons acté dans la feuille de route ce que disait cette dame à l'épicerie sociale du CIAZ du PIHX est très important. Moi, j'ai acté, pour avoir fait moi-même de la PMI, enfin d'être intervenu auprès des familles en situation de pauvreté. Il faut absolument que nous ayons plus de conseillères en économie sociale et financière. Il faut que nous ayons plus de travailleuses familiales à domicile. Moi, je pense qu'actuellement, comme disait M. Pernin, on doit être opérationnel. On a fait le constat. On sait ce qui ne va pas. Par contre, ce qui me gêne un peu, je rappelle encore une fois que c'est la collectivité qui est chef de file de l'action sociale. Donc moi, je pense qu'il faut travailler en transversalité, y compris avec les CIAS, que ce soit de la CAPA ou de Bastia, enfin, quel que soit peu importe les communes. Mais il faut actuellement que l'on ait une visibilité sur ce que va être la dotation de l'État. Nous n'avons pas encore cette visibilité. Donc j'espère que ça va venir assez rapidement, parce qu'effectivement, pour mettre en œuvre tout ça, il faudra avoir des moyens, parce que ça passe aussi par une question de budget. Mais nous avons déjà, nous, listé un certain nombre d'actions à engager rapidement, parce qu'effectivement, le point d'entrée me semble très important, c'est la prévention et c'est l'enfance. On parlait tout à l'heure de la personne âgée. La personne âgée, je crois on essaie de faire au mieux et c'est déjà pas mal. Par contre, sur l'enfance, il faut absolument que nous arrivions à faire plus. Didier Duport, quand vous dites décliner région par région, ça veut dire qu'il y aura un travail, une marge d'action pour la région pour dire on veut plutôt ça et pas ça? Tout à fait. Pour reprendre ce que vous disiez, oui, on a besoin de moyens, on a besoin aussi de coordination dans nos actions. C'est quelque chose qui avait déjà été souligné sur le précédent plan de lutte contre la pauvreté. Le besoin de se coordonner et de mutualiser les efforts pour être cohérent dans l'action. Donc c'est vrai qu'il y a un travail de mise en cohérence qui doit se faire. Oui, sur la prévention, les moyens financiers, il y en a déjà. Rien que pour ma direction, on utilise à peu près aujourd'hui 9 millions d'euros par an. À ça s'ajoutent ceux des autres services de l'État. Et les moyens qui seront alloués à ce nouveau plan de prévention de la pauvreté sont en train d'arriver. Ils vont arriver progressivement. Pour une partie directement sur la région. Pour d'autres parties, ce sera en réponse à des appels d'offres qui seront lancés par le national, mais concernant ça veut dire qu'on essaye d'éviter des gens qui vont basculer, on essaie d'éviter le basculement de certaines populations vers la pauvreté. Alors, on a vu tout à l'heure à l'image, Olivier Noblecourt, vous en parlez, qui est plus ciblé sur les jeunes. Ça veut dire que ça passe par le décrochage scolaire, par les cantines, par l'accès à une nourriture tous les jours, c'est pas le cas pour tout le monde, à l'éducation, à la formation, c'est ça la stratégie de prévention, vraiment. Oui, je crois qu'un bon plan ne mesure pas l'épaisseur de l'enveloppe. On parle beaucoup de millions, de milliards. Or, on a eu des plans successifs et on est mauvais, la pauvreté augmente. Donc, il faut peut-être changer de paradigme. Un bon plan se mesure aux bonnes idées qui sont à l'intérieur. Vous en avez cité certaines qui peuvent paraître ridicules, parce que c'est la cantine, tout ça, on ne va pas y arriver, mais tout ça, ça a une cohérence, ça correspond à un objectif, et c'est la jeunesse. Et c'est bon. Et on peut en ajouter des bonnes idées comme ça. Et puis, ça passe par une coordination qui soit une vraie coordination, qui soit respectueuse, qui soit à l'écoute. Les associations ne sont pas assez respectées, assez considérées, assez écoutées, et les pauvres encore moins. Donc nous, on se bat parce que nous sommes à la fois des acteurs, à la fois des témoins, mais aussi des partenaires, on l'a prouvé. Donc on voudrait qu'on nous considère comme des partenaires. On s'appuie beaucoup sur vous, là. Est-ce que les financements suivent toujours au niveau de l'État ou des régions ? Imaginez que les associations se mettent en grève. Imaginez. Catastrophe. Il y a une des choses qui vous importe énormément, docteur Pernin, c'est le logement. Qu'est-ce qui peut être fait ? Le logement, c'est le problème de la pauvreté. Comment construire un avenir sans logement ? Comment construire une famille sans logement ? Comment se soigner sans logement ? C'est le premier problème à régler. Or, nous savons qu'en matière de logement, la construction de logements sociaux ne suffira pas à combler le déficit ni les besoins futurs. Il faut continuer à construire du neuf. Mais il faut arrêter de ne penser qu'à ça. Il faut réfléchir à la question comment produire du logement sans en construire. Comment produire du logement sans en construire. Et là, ça passe par une notion d'exemplarité qui est dans le plan pauvreté de la collectivité. C'est-à-dire ce qu'on demande aux autres, il faut se l'appliquer à soi-même. Et la collectivité a décidé de définir son patrimoine et de voir ce qu'elle pourrait verser à la corbeille. Et il y a en ce moment un exemple magnifique, qui est le foyer Notre-Dame à Ajaccio, qui est un bâtiment qui a été construit pour l'hébergement et qui pour l'instant est divisé entre la CAPA et la collectivité et qui va peut-être servir à faire des bureaux. Des bureaux où on apprendra qu'on n'a aucune solution pour le logement. Mais on dit que ce foyer Notre-Dame, il doit retourner à l'hébergement et au logement
Et on sait que la clientèle est suffisamment développée pour le remplir sans problème. Alors ça, ce sont les solutions innovantes. Vous parliez du plan de la CDC. Donc c'est un plan qui prévoit de mobiliser 45 millions d'euros par an. Enfin, c'est ce qui a été annoncé. C'est transversal, interservice. Donc ce plan, justement, il y a aussi une autre dimension, c'est que vous avez intégré la notion de pauvreté au PADUC. Elle est dans le PADUC. Ça veut dire qu'on déploie dans tous les domaines d'action avec en conscience de lutter contre la pauvreté. Alors ça revient un peu à ce que disait M. Pernin. Effectivement, toutes les DGA, toutes les directions de la collectivité sont intéressées par ce plan précarité, parce qu'il faut effectivement, il y a des logements où il y a des personnes qui sont des logements où qu'il faut rendre plus habitables, et surtout avec ce qu'on appelle des aides à l'énergie, parce qu'il y a le fameux projet Aurélie, qui est un très beau projet, qui va être redéployé, qui a été revisité parce qu'on s'est rendu compte que les 2 dernières années, ça n'avait pas suffi, notamment dans les villages. Il faut arriver à avoir un habitat, parce que qu'est-ce qui coûte cher aussi, c'est de pouvoir se chauffer. Donc il faut arriver à rendre ces habitats plus habitable et plus économique surtout. Donc ça, on s'y attelle. Sur ce que disait M. Pernin sur le foyer Notre-Dame, effectivement, il faut voir ce qu'on peut en faire, parce que c'était un foyer qui auparavant était à destination, c'était des bonnes sœurs, je vous le rappelle, et c'était un foyer d'hébergement. Et là, il se trouve qu'il y a 2 étages qui appartiennent à la ville d'Ajaccio et 2 étages, enfin à la CAPA et le rez-de-chaussée à la collectivité. Donc on verra ce qu'on va en faire. Après, ça, je pense que vous parliez plutôt d'une population de gens en très grande précarité, de sans domicile fixe. Plutôt. Tellement de clients que vous pouvez choisir. Voilà. Bon, moi, j'ai d'autres idées aussi sur le logement. On pourrait voir. Bon, moi, j'avais pensé, avec mes services, on avait pensé à faire, mais ça, il faut voir avec les mairies concernées, parce que c'est pas toujours facile. Il y a notamment, souvent, comme on a vu pour des étudiants dans d'autres pays d'Europe, des containers, on en a parlé avec M. Bernin, qu'on peut aménager, qui ne reviendraient pas très cher. On pourrait mettre des sans domicile fixe. Bon, c'est une population, on les connaît bien avec M. Bernin, parfois, ils veulent pas aller quand il y a trop de monde, donc ça serait peut-être pas mal. Donc, c'est au-delà des sans domicile fixe, au-delà du logement, il y a d'autres demandes de solutions concrètes. Les premières solutions concrètes des restitutions de la conférence sociale ont été présentées hier. Oui. Est-ce que finalement vous avez un coup d'avance Oui, on peut dire ça, parce qu'en fait, peut-être qu'on avait anticipé déjà par la conférence des acteurs sociaux, et puis là, sur le prix donc, des carburants et sur le prix de l'alimentation, le panier. Donc, je vous rappelle qu'hier, le président Simeone a présenté devant le CESEC deux mesures qui ont été, qui avaient été prises lors de ces réunions de la conférence sociale, qui ont été prises avec tous les acteurs, donc que ce soit les associations, les syndicats, les gilets jaunes, les représentants des gilets jaunes, etc. Donc ça va être une demande de fiscalité différente au niveau du carburant, avec un gel de la TGAP également. Et sur le panier, ça va être 200 produits qui vont être... par rapport à 200 produits d'alimentation qui vont être au plus bas. Qui vont être suivis aussi. Qui vont être suivis, mais déjà qui vont être au plus bas, basés sur le plus bas de ce qu'on trouve sur la France continentale, hors Île-de-France, et qui vont être suivis par... Alors ça, ce sont des propositions. Alors Didier Duport, à ce niveau-là, il faudra que l'État entende ou pas. Est-ce que c'est dans... Ça fait partie, je crois, des échanges qui vont venir. La préfète y est extrêmement attentive. Le plan et les actions concrètes vont se bâtir conjointement. C'est pas juste on a décidé au niveau national. Vous sentez qu'il y a une synergie ou on travaille chacun dans son coin avec des démarches qui se ressemblent? Bien sûr, mais je crois qu'on a déjà commencé à travailler en synergie. Il y a déjà le fonds d'appui aux politiques d'insertion qui a 2 ans, qui a été reconduit l'année dernière pour 1 an sur un travail commun auprès des bénéficiaires du RSA entre l'État et la collectivité. Le nouveau plan va prolonger c'est là et aussi des associations, puisque il y a des moyens financiers, il y a aussi beaucoup de moyens humains qui sont mobilisés. Il y a ceux de la collectivité, il y a ceux de l'État, et il y a ceux des associations. On a l'impression que l'État aussi délègue beaucoup sur ces associations qui assurent tout un service qui pourrait être régalien finalement. Oui, mais c'est vrai depuis très longtemps que les associations sont aussi par moments prestataires de services. Ils ont une action propre, avec une philosophie propre, c'est le rôle de leur conseil d'administration. Et puis à certains moments, ils sont aussi des prestataires et ils interviennent en acceptant de décliner ou de porter un certain nombre de dispositifs nationaux ou des collectivités sur d'autres sujets. François Pernin, ça et vous même fait sourire, parfois en les inspirant.
Puisque je vous dis, le RSA, la CMU, le territoire zéro chômeur, c'est des inspirations associatives. Je crois réellement qu'on a besoin d'être plus écoutés et de faire ce réel partenariat. Mais ce que je voudrais souligner quand même, c'est que la Corse peut être fière. Parce que vous citiez la charte de lutte contre la précarité. Oui, la Corse est la seule région de France à avoir déclaré que la pauvreté était un problème politique et pas un problème seulement d'association. Et puis que nous avons un certain nombre de gens crédibles, et je vais la faire rougir, mais Bianca Fazzi fait partie de l'association humanitaire la plus grande de France, les urgences des hôpitaux, qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui reçoivent de la dépression jusqu'à l'accident de la route en passant par l'ongle incarné. Donc il y a de la densité là, il y a de la crédibilité. Et je crois qu'en Corse, on a, vous parliez de spécificité tout à l'heure, cette spécificité qui fait que personne n'est indifférent au sort de son territoire, et c'est une force là extraordinaire. Mais il faut arriver réellement à ce partenariat, que nous réclamons en tant qu'association. Oui, nous sommes parfois des prestataires de services, mais on peut être mieux que ça, on l'a prouvé. Alors Bianca Fazzi, on arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir aux gens qui nous regardent et qui sont dans le besoin pour leur expliquer que ce ne sera pas un énième plan et qu'il y a une vraie volonté d'aller au bout cette fois-ci? Bien sûr qu'il y a une vraie volonté. Je vous ai déjà décliné un petit peu donc, en direction de l'enfance, ce que nous voulons faire. Il y a déjà eu des appels à projets. Il y a beaucoup d'appels à projets qui vont sortir. Il y a des appels à projets concernant la personne âgée. On a vu, ça commence à se voir sur les réseaux sociaux. Yves Bay. Bon, il y a des appels sur l'innovation. On a fait des jardins partagés sur la plaine. On a fait... Donc on est dans le concret. On est dans le... On est dans le concret. Didier Duport, le mot de la fin pour les services de l'État, la même question, j'allais dire, pour montrer aux gens qu'on est dans le concret. Et j'ai envie de dire peut-être aussi la même réponse. On va être dans le concret et on va essayer, en lien avec et les associations et la collectivité, de mettre en place des actions au niveau local, pas vraiment de coller au terrain. Vous étiez peut-être présent à la réunion avec les associations présidées par la préfète de région. Je crois qu'elle l'a dit et redit, il faut coller à la réalité, il faut coller à la réalité de notre territoire. Ça va être l'objectif des mois qui viennent. François Pernin, le dernier mot. Cette misère, elle est mondiale, on ne l'oublie pas. Et donc on s'occupe d'ici, mais on s'occupe d'ailleurs. Et ce trait d'union, ce sont les migrants. Il faudra s'en occuper aussi. Je crois que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire, disait Einstein. Je vous invite à faire partie de la 3e catégorie. Merci à tous pour ce débat. Merci Maya. Un débat très enrichissant et que je vous invite à revoir en multidiffusion sur Via Stile et sur les réseaux sociaux à Ringrazia, vous mettez parleremo di quartieri di Ostia, les quartiers de Montesoro. Là aussi, il y a beaucoup de difficultés sociales. Ce sera une forme de suivi pour cette émission. Bonsoir et bonne fin de soirée sur Via Stile.